Fond de Latte. Je vais vous raconter l'une des affaires criminelles les plus célèbres du début du XXe siècle, l'affaire de la ferme des Bruyères, qui se déroule en 1901 dans un petit village de la Beauce. 5 enfants, 4 frères et sœurs assassinés, massacrés. C'est une affaire qui a passionné la presse à l'époque. Pour vous dire, 50 journalistes parisiens ont assisté au procès. Cette histoire, je vais la débriefer dans un autre podcast avec celui grâce à qui je peux vous la raconter, l'historien Alain Dénizé, auteur d'un livre aux éditions Ella qui s'appelle L'affaire Bruyères, un crime insensé à la belle époque. Cette histoire, je l'ai écrite avec l'aide de Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Ça se passe une nuit d'avril 1901 dans le petit village de Corancès, dans la Beauce. Il est 3 heures du matin. À cette heure-là, tout le monde est au lit depuis un bon moment. On se couche tôt en 1901, à la campagne, parce qu'on se lève tôt, bien avant le soleil. Et soudain, un cri déchire la nuit. À l'assassin! À moi les amis! Et là, d'un coup, tous les chiens du village se mettent à hurler. Qui c'était qui a crié comme ça? Je crois bien que ça vient de la ferme des Bruyères. Allez, lève-toi, va voir. Eh oui, en ce temps-là, quand un voisin appelle à l'aide, on y va. Et donc on voit dans la nuit des lumières s'allumer un peu partout dans le village et des hommes qui se mettent à courir en direction de la ferme d'Édouard Bruyères. Quand ils arrivent sur place, ils trouvent le pauvre Édouard en plein milieu du chemin, allongé sur le dos, le visage et les vêtements couverts de sang. Mais il n'est pas mort, il est capable de parler. M'a attaqué. Certains courent alors chercher un docteur et d'autres entrent dans la ferme à la lumière de leur lampe à pétrole. Ce qu'ils découvrent est une abomination. Dans la première chambre, sur un matelas, il y a 2 enfants morts. Et sous un tas de linge, un 3e cadavre. Et c'est encore un gosse. Tous les 3 ont le crâne fracassé. Et il y a du sang partout. Mais c'est pas fini. Dans une autre chambre, il tombe d'abord sur une petite fille qui s'est vidée de son sang. Et coincée entre le lit et le mur, le cadavre du 5e gamin de la famille. 5 enfants massacrés. Flora, Béatrice, Laurent, Laure et Célina. Il n'y a donc que le père, Édouard, qui a survécu. Mais il est bien amoché. Venez donc! On va le mettre à l'étable en attendant que le docteur arrive. Édouard est couvert de sang. Et une fois dans l'étable, voilà ce qu'il raconte. Ces 2 brigands, ils m'ont frappé avec un couteau à la tempe. Ils m'ont volé mon porte-monnaie. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'ils sont rentrés dans la ferme? Ah, il n'a pas l'air d'être au courant, le pauvre. Il n'a pas l'air de savoir pour ses enfants. Évidemment, sur le moment, personne n'ose lui dire la vérité. Il est blessé, très affaibli. Il sera toujours temps de lui dire les choses plus tard. Il n'a pas de chance, ce pauvre Édouard. Sa femme est morte il y a 3 ans. Et depuis, en plus de la ferme, c'est lui qui s'occupait des enfants. Et il s'en occupait bien. Au village, on l'admirait pour ça. Un père veuve qui s'occupe si bien de 5 gosses. On n'en trouve pas tous les jours, ça je peux vous le dire. Et maintenant, il ne reste plus que l'aîné, Germaine, qui vit à Paris chez sa tante. Le pauvre Édouard. Le pauvre Édouard. Quelques heures plus tard, alors que le jour se lève à peine,
arrive le garde champêtre de Corancès, et avec lui, les gendarmes de la Bourdinière. L'enquête commence. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Quand ils arrivent à la ferme, les gendarmes font ce qu'on appelle les premières constatations. Ils sortent leur calepin et ils notent. Des traces de sang sur une pierre dans la cour de la ferme. Une cravate de soie noire déchirée. Une casquette sur un tas de fumier. Des traces de pas fraîches près de l'entrée du champ. Et puis, ils entrent dans le hangar. Juste au ciel. On a tué le chien aussi. Il a le crâne grand ouvert. Et c'est pas tout. Eh, va voir ce que j'ai trouvé dans le seau qui est là. Regarde. Oh, le seau est rempli de sang. Et dedans flottent des morceaux de cervelle. Un médecin légiste, le docteur Dudefoy, vient d'arriver pour autopsier les corps des 5 enfants. Bon, ils ont été tués de la même manière tous les 5. On les a frappés au crâne et au visage avec un objet lourd qui a fait éclater leur boîte crânienne. Je pense que la mort a été immédiate. Et pour autopsier le chien, les gendarmes font venir un vétérinaire, figurez-vous. Et lui aussi est mort après des coups donnés sur la tête. Pendant ce temps, le père, Édouard, est toujours dans le potage. On se demande s'il va s'en remettre. Mais le voilà qui ouvre un œil. Et Flora, il est en train de traire les vaches. On peut plus reculer. Il faut lui dire que ses 5 enfants sont morts, que c'est un carnage. C'est un gendarme qui fait le sale boulot. Ils sont morts. Mon Dieu. C'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est vrai. Ils sont tous morts. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Et là arrive le légiste qui veut examiner ses blessures. Il se penche longuement sur lui et puis fait signe à l'un des gendarmes. Je peux vous parler? Mettons-nous un peu à l'écart. Je vous écoute, docteur. C'est très étrange, très étrange. Les blessures de ce monsieur n'ont rien à voir avec celles des enfants, rien. Il a reçu un coup sur la tête, mais il n'y a pas de traumatisme, il y a à peine un bleu. Ces blessures à lui résultent essentiellement de coups de couteau. Il en a surtout le côté gauche, de sa joue jusqu'à son avant-bras. C'est ça qui a occasionné les pertes de sang, mais en vérité, ce ne sont que des égratignures. Cela. Et vous pensez que on peut l'interroger maintenant, du coup? Aucun problème. Il est parfaitement en état de vous répondre. Et donc, Édouard Brière se met à raconter. La veille au soir, il est allé boire quelques chopines au cabaret Sauger, c'est le bar du village. Il est rentré vers 00h30. Et c'est au moment où j'arrive devant ma porte qu'il y a un homme qui se dresse devant moi comme ça, et il me donne un coup de couteau. Là, j'ai attrapé sa main. J'ai pas crié au secours parce que ça n'a pas duré longtemps. Et on s'est battus tous les deux, et puis j'ai fini par avoir le dessus, et je l'ai jeté par terre. Et là, j'ai reçu un coup de je sais pas quoi sur la tempe gauche. À partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. Admettons que c'était un voleur. Voyons si dans la ferme quelque chose a disparu. Édouard Brière a dit qu'il gardait ses papiers et son argent dans une commode. Il a bien dit que dans le tiroir du haut, il y avait des livrets de caisse d'épargne et 800 francs en billets, c'est ça? Il n'y a plus rien. Voyons dans le tiroir du dessous. Dans le tiroir d'en dessous, il dit qu'il y avait 1580 francs. Eh bien, figurez-vous qu'ils y sont toujours, à côté d'actes notariés qui n'ont pas bougé.
Bizarre. Et enfin, dans le tiroir du bas, il a dit qu'il y avait des papiers. Ils sont là. Mais ils sont couverts d'encre. Un encrier qui s'est cassé. Donc, le voleur aurait tué 5 enfants pour 800 francs. Et des livrets de caisse d'épargne dont il n'est pas sûr de pouvoir se servir. C'est totalement disproportionné. C'est à peine croyable. Il a dit s'il employait des journaliers, je veux dire des vagabonds qui vont de ferme en ferme. Ouais. Effectivement, il a dit qu'il en prenait de temps en temps pour une journée ou deux. C'est une piste, ça. Et donc, dès le lendemain, le juge d'instruction fait arrêter tous les miséreux qui rôdent dans la région de Corançaise. 50 hommes au total. Faut dire qu'à l'époque, les vagabonds, c'était un peu comme les Roms aujourd'hui. On leur met tout sur le dos. Mais la piste des 100 dents ne mène à rien. Rien. En attendant la suite, Édouard Brière est conduit à l'hôpital de Chartres, où il est placé en observation. Ça serait mentir de dire que depuis le début, les gendarmes n'ont pas en tête que le père peut être l'assassin de ses propres enfants. Ça serait mentir. Mais bon, c'est jamais facile à envisager. 5 enfants massacrés à coups de... À coups de quoi, à propos? En fouillant la ferme de Fond-en-Comble, sous le lit de la petite Célina, les gendarmes tombent sur une masse. C'est peut-être l'arme du crime. Et sous un tas de fumier... Viens donc voir! Un couteau et un gilet taché de sang. Et dans une charrette, un sac couvert de sang lui aussi. Tout ça, ça ne colle pas avec la piste d'un vagabond. Et oui, quand on n'est pas de là, on ne fait pas disparaître des pièces à conviction en les collant sous un tas de fumier sur les lieux du crime. On les emporte pour les cacher loin, là où personne ne les retrouvera. Et là, on nous les met sous le nez. C'est atypique. Et je peux vous dire que ça fait frétiller les moustaches du juge d'instruction. Vous allez me chercher Édouard Brière à l'hôpital et vous allez me le ramener dans sa ferme. J'ai 2 ou 3 choses à lui montrer, là-bas. Il veut lui coller sous le nez le couteau et le gilet taché de sang qu'on a retrouvé sous le tas de fumier. Mais ça n'a pas complètement l'effet escompté. Ce couteau-là, il ressemble au mien, mais c'est pas le mien. Je le connais pas. Et ça, c'est bien mon gilet, mais je l'avais pas dimanche quand mes enfants, ils ont été tués. Il était pendu là depuis plusieurs jours. Je sais pas bien qui l'a mis sous le fumier. Et ça, monsieur Brière. Le juge lui présente alors la masse retrouvée dans une chambre. Ah oui, ça c'est à moi. Je savais pas qu'elle était là. J'en ai encore 2 autres. Bref, cet interrogatoire ne fait pas beaucoup avancer l'enquête. Mais la suspicion demeure, d'autant que le juge est assez surpris par son attitude dans cette maison où tout de même, ces 5 enfants ont été assassinés. Il n'est pas bouleversé. Ah ça non. Il entre sans problème dans toutes les chambres, qui gardent encore la trace du massacre. Il accepte même d'aller voir les corps de ces 5 petits qu'on a placés dans le fournil et qui sont à peine reconnaissables. Quand il en sort, il est un peu blanc. Mais comment dire? Pas assez. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne jappe pas, il est juste palo. Après, vous me direz, les réactions face à la mort, ça dépend des gens. Il y en a qui pleurnichent et d'autres pas. Mais le juge, ça l'a marqué. Pour l'instant, il manque de preuves. C'est tout. Le lendemain, à l'église de Corançaise, a lieu l'enterrement des 5 petits, en présence de tout un tas de journalistes venus de Paris et de photographes, et même de l'évêque de Chartres. Les 5 petits cercueils sont là, posés devant l'autel, classés par taille, du plus petit à la plus grande, Flora, qui jouait un peu les mamans auprès de ses 4 frères et sœurs. C'est sur son cercueil qu'on a mis le seul drap mortuaire de la paroisse. Sur les 4 autres, il n'y a que des draps blancs couverts de gerbes et de couronnes. Tous les enfants du village sont habillés de blanc. Et sur le banc au premier rang, à côté du père, il y a la sœur aînée, Germaine, la seule qui a échappé au carnage, en robe bleue et chapeau de crêpe. Elle a tout perdu. Il ne lui reste que son père,
que son père. Et à mon avis, pas pour longtemps. Personne ne s'y attendait, mais Édouard Brière est arrêté dès la fin de la cérémonie. Et il est inculpé des 5 meurtres. Dans la presse, c'est la sidération. Comme explication, on ne trouve pour l'instant que la folie. C'est la seule manière d'accepter l'impensable. La folie. Jusqu'à ce que le journal Le Temps balance ce gros titre. Chercher la femme. Ah, ça c'est tout à fait dans l'esprit de l'époque. Il doit y avoir une femme derrière tout ça. Une femme qui lui a tourné la tête. En 1901, on adore les crimes passionnels. Honnêtement, à ce stade, c'est pure spéculation. Rien n'indique qu'Édouard Brière soit autre chose qu'un veuf, travailleur, dévoué à ses enfants. Jusqu'à ce coup de folie. Et encore, le coup de folie, pour l'instant, on est sûr de rien. Dans les semaines qui suivent le crime, le juge ordonne aux gendarmes de fouiller toute la ferme des Brières, y compris les champs. Une sorte de battue, quoi. Les gendarmes, évidemment, se font aider des gens du coin. On recherche tout ce qui pourrait ressembler à des indices. Et c'est payant. Depuis le premier jour, les gendarmes lorgnent sur un tas de terre le long du mur de la ferme, en se disant « Faudra creuser. Faudra creuser. » Eh bien, creusons. Et donc, ils creusent. « Arrêtez-vous !» Et ils tombent sur un coutre de charrue. C'est une pièce métallique qui pèse 1,5 kg. Et dessus, il y a des traces de sang et des taches d'encre. C'est peut-être ça, l'arme du crime. Et pas la masse, parce que c'est un objet avec une partie tranchante. On voit pas bien qui d'autre que le père aurait pu la cacher là. Plus intéressant encore, à l'intérieur de la maison, près du lit paternel, derrière une planche, on découvre des reçus d'emprunt. Et on apprend d'un coup qu'Édouard Brière, qui donnait à tout le village l'impression d'être à l'aise, avait des dettes, beaucoup de dettes. Et pour y faire face, il a emprunté 6 600 francs. C'est beaucoup pour un agriculteur. Et c'est pas tout. En fouillant le mur d'enceinte de la ferme, entre les pierres, sous un caillou blanc, on retrouve le portefeuille d'Édouard Brière, glissé dans une enveloppe, avec 80 francs à l'intérieur. Et sur l'enveloppe, il y a une tache de sang sur laquelle il y a une belle empreinte digitale. Si c'est son empreinte, il est cuit. En attendant, ça bouge du côté de la femme, figurez-vous. Sur ce coup-là, faut bien le reconnaître, la presse a eu du nez. À Corancès, les langues se délient, ça bavasse, ça caquette, ça cancane. Et maintenant que Brière est en prison, il n'y a plus de raison de garder de secret. Le juge reçoit tout un tas de courriers anonymes. On me parle d'une certaine Véronique. Véronique Lubin, il semble que ça fait 4 ans qu'ils se connaissent. Et savez-vous quel âge elle a? Elle a 25 ans, figurez-vous. Alors que lui en a 42. Trouvez-la moi, cette femme. Et ramenez-la dans mon bureau. J'ai 2 ou 3 questions à lui poser. Dans le bureau du juge, elle tourne un peu autour du pot et puis, quand il menace de la boucler, elle aussi, elle lâche le morceau. Bah oui, j'ai des relations avec Édouard Brière. Ça fait 4 ans. Tantôt chez moi, tantôt chez lui. À peu près toutes les semaines. Mais jamais la nuit. Le jour, quand les enfants sont à l'école. Et c'est du sérieux ou c'est une relation sans importance, madame? Il a parlé mariage, 1 ou 2 fois, mais comme ça. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois, c'était quelques jours avant le crime. Les enfants étaient à ramasser de l'herbe. Et vous faisiez quoi quand vous étiez avec lui? Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, nous avions des relations complètes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si bien que j'aurais pu devenir enceinte, quoi. Le juge se gratte la tête. Elle a dit
que ça fait 4 ans qu'ils se connaissent. Mais sa femme, elle est morte il y a 3 ans. Donc, ils se fréquentaient avant la mort de sa femme. Décidément, le veuf exemplaire perd chaque jour un peu plus de son aura. Cela dit, en quoi est-ce que ça fait avancer l'enquête, cette histoire de femme? Ça ouvre une piste. Ça offre un mobile. Cette femme, il en est fou. Il veut la marier, mais avec 5 enfants, c'est pas possible. Alors il les tue. À Corancès, jusqu'aux obsèques des petits, et donc jusqu'à son arrestation, tout le monde était avec Édouard. Un brave gars, un gars courageux qui élevait 5 enfants tout seul. Il en avait bavé après la mort de sa femme. Tout le village avait pour lui de la compassion. Mais maintenant que les gens savent pour la masse, pour le couteau, pour le coutre de la charrue, maintenant que tout le monde est au parfum des dettes, et maintenant que tout le monde sait pour la Véronique, cette catin avec laquelle il trompait sa femme, ça change tout. On ne le plaint plus. Manquerait plus que ça, le salaud. Les commérages dans le village font les choux gras de la presse, qui se fiche totalement de la vérité. Le crime est si énorme qu'on peut tout dire. Il était courageux? Mais non, c'était un hypocrite et un fourbe. Il était travailleur? Ben non, pensez-vous, c'était un feignant. Et tant qu'à faire, il était alcoolique. Et ses dettes, c'est l'argent qu'il buvait au café. Et le mobile, chez les cancanières de Corancès, il est tout trouvé. Les petits, puis la mort de la mère, la moitié de la ferme, c'était à eux. Il les tue, il récupère l'autre moitié. C'est pas plus compliqué. Et après, il pouvait convoler avec la Véronique. Il était libre et elle était riche. En tout cas, plus riche que lui. Je peux vous le dire. L'appât du gain. Le voilà, le mobile dont tout le monde rêve. Et pour pimenter le tout, savez-vous ce qui se murmure à Corancès? Édouard Brière. Il lisait des récits criminels. Si, il s'intéressait au crime. Comme vous. Comme moi. Entre nous, faudrait pas qu'il se passe quelque chose dans notre entourage, parce qu'on viendrait nous soupçonner, vous et moi. Tout ça pour dire qu'à Corancès, on rêve d'une exécution publique d'Édouard Brière sur la place du village. Pendant ce temps-là, lui, derrière les barreaux de la prison de Chartres, il continue de nier avec vigueur. Il n'a pas tué ses enfants. Un procès pour meurtre se profile à l'horizon. Pour meurtre? Ou pourquoi pas pour assassinat? Parce que dans la tête du procureur, c'est assez clair. Il s'agit d'un quintuple meurtre avec préméditation. Le mobile? Dans la tête du juge, il est financier. Il était très endetté. Il n'y arrivait plus. Et il tue les gosses parce qu'il ne peut plus les assumer. Et sa maîtresse, alors? Eh bien, sa maîtresse, elle n'intéresse plus grand monde. Sauf les journalistes, ça va de soi. Pour le procureur et pour le juge, elle n'a pas eu de rôle clé. La clé, c'est lui, et lui tout seul. Lui et sa situation financière inextricable. Lui, sournois, orgueilleux et dur. Le procès d'Édouard Brière s'ouvre le 16 décembre 1901 à Chartres. 50 journalistes ont fait le déplacement. 50! Depuis l'affaire Dreyfus, il y a 2 ans, on n'a jamais vu ça. Et 6000 personnes ont envoyé des demandes pour assister au procès, alors qu'il n'y a que 300 places dans la grande salle du tribunal. La cour! D'entrée, le président n'y va pas de main morte avec Brière. Il lui renvoie toutes les incohérences de son récit de la nuit du meurtre. Il va même jusqu'à faire des sous-entendus sur les circonstances de la mort de sa femme, ce que personne n'avait osé faire jusqu'ici. Mais lui, Édouard, il bouge pas. Tous ces témoins que vous me présentez,
Ils se sont fait monter la tête. C'est une conspiration. Ils font tous qu'à mentir. Et puis à un moment, il se mure dans le silence. Vous ne parlez plus, monsieur Brière. Est-ce que ça n'est pas la manière de reconnaître votre culpabilité? Ouais, vous parlez tout le temps. Je puis pas placer un mot. J'aime mieux pas répondre. Voilà pourquoi je dis plus rien. Et ça, figurez-vous que ça lui apporte la sympathie des journalistes. Et il trouve le président trop partial. Enfin, t'as vu, il le laisse même pas s'exprimer. Enfin, c'est insupportable. Mais le clou du procès, c'est bien entendu la déposition de Véronique, la maîtresse. Depuis le début, tout le monde n'attend qu'elle. Dans l'imaginaire de beaucoup, puisqu'elle a 25 ans et lui 42, c'est forcément une vampe. Eh ben non, pas du tout. Quand elle entre dans la salle d'assises, on découvre que c'est une petite paysanne un peu maigrichonne. La presse est très déçue. Quoi? Enfin, ça serait pour devenir le mari de cette pauvre fille maigre et malatifée qu'il aurait tué ses enfants. Mais c'est une femme, enfin, c'est une femme. Personne ne pourra couper ça. La romance des journaux tombe à l'eau. C'est une petite campagnarde timide. Il n'y a rien à tirer de cette gamine. Le président se tourne alors vers Brière. Vous l'auriez épousée, vous, Véronique? Ben, non. Et d'abord, je crois pas que je suis le seul qu'elle connaisse. Hein. Autrement dit, c'est une traînée. Le procès a duré 5 jours. Les jurés se retirent et ils rendent leur verdict. La Cour condamne Brière-Édouard à la peine capitale. Il fallait s'y attendre. C'est la guillotine qui l'attend. La cassation est refusée. L'exécution est programmée pour le 15 février 1902. Édouard, qui clame toujours son innocence, écrit alors une lettre au président de la République, Émile Loubet. Il sollicite sa grâce. Et après une longue année de tergiversation, figurez-vous qu'il l'obtient. Le président s'est penché sur le dossier, il concède qu'il n'y a pas de preuves. Édouard Brière va donc passer le reste de sa vie en prison, ou plutôt à l'époque, au bagne. Il est d'abord placé à la prison de Fresnes et puis envoyé au pénitencier de l'île de Ré. Si vous y passez, allez voir. Hein. Il y a un petit port devant l'entrée de la citadelle, qui est toujours une prison d'ailleurs aujourd'hui. Eh bien, c'est de ce petit port qu'Édouard Brière embarque pour la Guyane et le bagne de Cayenne. Il y restera 7 ans avant d'y mourir. Ah oui, une dernière chose. Quelques mois après sa mort, un homme se présente à la gendarmerie de Tours. Il dit qu'il est l'assassin des enfants Brière. La machine médiatique s'emballe à nouveau, et puis non, il se rétracte. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une affaire criminelle de 1901 à Corancès dans la Beauce, l'affaire des Brière, un paysan, Édouard Brière, qui massacre 5 enfants pour des raisons, semble-t-il, financières, qui est condamné à mort, puis gracié par le président de la République. Et c'est une histoire que j'ai tirée tout droit d'un livre qui s'appelle L'affaire Brière, un crime insensé à la belle époque, que vous trouverez aux éditions Ella, et dont l'auteur, l'historien Alain Denizet, est là avec moi. Peut-être pour commencer un mot sur la grâce que lui accorde le président Loubet. Il est contre la peine de mort, le président Loubet? Oui, il est reconnu que le président Loubet a gracié énormément
personne condamnée à mort, et il l'a fait sous l'influence, je pense, de la Ligue des droits de l'homme, qui est intervenue dans les journaux, qui ne croyait pas forcément à l'innocence de Brière, mais qui se disant ne peut pas couper la tête à un homme pour lequel il n'y a ni aveu, ni mobile, ni témoin, ni preuve scientifique. Donc la grâce ne veut pas dire que le président pense qu'il est innocent. Pas du tout, mais il n'y a pas assez d'éléments concrets pour que cet homme soit conduit à la guillotine et que sa tête tombe. Alors parlons du mobile. Donc, faute d'aveu, on est obligé de chercher le mobile. Le premier qui vient à l'esprit, c'est donc l'argent. Il était dépassé par les dettes. Il était impuissant et donc 5 enfants de moins, au fond, c'est moins de charges. C'était 5 bouches de moins à nourrir. C'est comme ça que l'on a vu les choses. Donc il était, semble-t-il, guidé par l'intérêt. Mais le premier mobile, vous l'avez dit, c'est le chercher la femme, qui aurait voulu épouser un homme qui avait 6 enfants. Quelle femme ? Celle dont parle la presse ou éventuellement une autre? C'est-à-dire que il se libère du poids des enfants pour trouver une nouvelle femme. Exactement, donc c'est uniquement la femme dont parle la presse, qui était sa voisine immédiate, Véronique Lubin. Dans l'instruction, dans les journaux, il n'est jamais fait mention d'une autre femme. Mais ce mobile est tombé au procès, puisque Véronique Lubin a dit, voilà, de temps en temps, Brière m'a demandé à parler mariage comme ça, mais ça n'a jamais été plus loin. Donc si le mobile du mariage n'est pas le bon, le mobile d'intérêt, c'est-à-dire épouser une riche héritière, tombe également du même coup. Donc le mobile, eh bien, il n'y en a pas. C'est le problème des gens qui n'avouent pas ça. C'est ça. La reine des preuves l'aveu. Pourtant, le juge a essayé, il a eu 36 interrogatoires avec Brière. Et lorsque Brière va voir ses enfants qui ont la tête complètement défigurée par les coups qui leur ont été portés, le juge lui dit « Brière, avouez que c'est vous ». Et Brière dit « Non, je ne peux pas le dire ». Alors on a évoqué, Monsieur Denizet, 2 mobiles possibles qui peuvent d'ailleurs se croiser, un mobile financier. Je tue mes enfants parce que j'ai plus les moyens de les élever et ça résout mon problème de charge financière. Deuxième mobile, ma femme est morte, je veux en trouver une autre et avec 5 enfants, j'ai aucune chance donc je les tue pour alléger le poids et pouvoir me retrouver en situation de trouver une femme. Je vais vous dire la vérité, Monsieur Denizet, je ne crois à aucun des deux, moi. Je crois que rien de tout ça n'est satisfaisant. Il y a une scène qui me paraît très forte, moi. C'est l'absence d'émotion quand il revient sur les lieux du crime. Il voit aussi les cadavres de ses enfants. Il en sort juste blanc. Est-ce que tout simplement, nous n'avons pas affaire à un malade mental ? Alors, ce qui est étrange, c'est que à l'époque de l'affaire Brière, il n'y a pas eu d'appel à des psychologues ou à des personnes qui ont été chargées d'étudier ces situations mentales. Le juge d'instruction aurait pu y recourir puisqu'une loi le prévoyait depuis 1832, mais l'analyse psychologique des criminels de sang n'a été rendue obligatoire qu'en 1905. Et comme Brière présentait toutes les garanties d'un honnête homme, de quelqu'un de très équilibré, le juge n'a pas jugé utile de faire appel au service des médecins psychologues, et si bien que on n'a pas d'éléments là-dessus. Je suis d'accord avec vous pour dire que moi non plus je ne crois pas aux 2 hypothèses qui ont été émises au mobile. Si tant est que Brière soit le coupable, parce que je ne livre pas dans le livre mon intime conviction, je pense que c'est parce que il sent qu'il est atteint d'une descente aux enfers sociale. Il va se retrouver journalier parce qu'il est ruiné et il ne veut pas que ses enfants assiste à sa déchéance sociale, si tant est qu'il soit le criminel, parce qu'il y a d'autres arguments qui militent dans le sens inverse. On va mettre ça de côté 2 secondes et on reste sur ce mobile que je trouve, moi, indéniablement psychologique, peut-être psychiatrique. Il y a 2 scènes quand même qui sont marquantes. Pourquoi est-ce qu'il massacre le chien ? Et pourquoi est-ce qu'on retrouve dans le seau le sang des gamins avec des bouts de cervelle ? Là, écoutez, quand vous dites c'est lui qui a fait ça, lui dit que ce n'est pas lui qui a tué le chien et que ce n'est pas lui qui a mis les bouts de cervelle et le sang dans le baquet à eau.
Lui s'en défend, ce sont les criminels qui ont fait cela. Mais à cela, on oppose un fait à partir du chien, car le chien qui s'appelait Ravachol, du nom d'un anarchiste célèbre, Ravachol est craint par tout le monde, sauf les enfants et Brière. C'est-à-dire qu'il a déjà eu maille à faire avec ses voisins parce que le chien avait coursé et mordu ses voisins. Donc, dans l'esprit du juge d'instruction, s'il y a une personne qui a pu tuer Ravachol, c'est Brière. Ben non, moi j'ai envie de dire c'est l'inverse, puisque Ravachol connaissait son maître, il a fallu le tuer uniquement si on le connaissait pas, ce chien. Oui, mais le seul qui ait pu tuer le chien sans que le chien, parce que si un voleur s'en était pris au chien, il n'aurait pas eu le dessus, hein, puisque c'était un chien qui était très méchant, très agressif. Il aurait fait du bruit, il aurait aboyé. Et donc tout ça s'est passé dans un certain silence, même si certains voisins ont entendu un chien crier, pensant que c'était celui de Brière. Donc pour le juge d'instruction, il n'y a que Brière qui ait pu procéder à l'assassinat de son chien. Et le seau de sang avec les morceaux de cervelle, ça nous oriente pas vers un fou, ça? Il fallait se laver les vêtements, laver les mains, peut-être le visage, puisqu'il y a des éclats de cervelle, d'os et de sang qui parsemaient les chambres des deux enfants. Donc forcément, le ou les criminels, puisque Brière dit qu'il y avait 2 criminels, ont dû forcément se laver. Qu'est-ce qui pourrait alors, pour vous, laisser penser que peut-être il n'est pas l'assassin de ses enfants? Parce qu'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve scientifique irrémédiable. Et puis, je veux dire que la vie d'avant de Brière, c'est quelqu'un qui élève merveilleusement ses enfants. Il est rare dans les campagnes qu'un veuf ne se remarie pas. Et Brière s'occupait bien de ses enfants. Germaine, la fille aînée dont vous avez parlé, elle rappelle sans cesse aux journalistes que Brière se levait la nuit pour les soigner, qu'il pensait à leur amener des cadeaux. On l'a vu la veille de l'assassinat tenir dans ses bras la petite dernière. Il donnait le biberon aux enfants. Bref, il les a bien éduqués puisque les 3 aînés avaient passé avec succès le certificat d'études. Donc rien, absolument rien dans la vie intérieure permet de dire que Brière avait le profil d'un tueur. Bien au contraire. Alors vous avez parlé des journalistes, parlons des journalistes. Pourquoi est-ce qu'ils se passionnent pour cette histoire? Alors bon, moi je vois une première piste, c'est pas loin de Paris. Hein, ça se serait passé au fin fond de la Lozère, on n'aurait pas eu 50 journalistes au procès. Oui, et puis, alors, c'est vrai que c'est étonnant que l'affaire soit autant médiatisée, parce que ce qui est médiatisé à l'époque, c'est les apaches parisiens, on dirait aujourd'hui les voyous. Donc les histoires de crimes passionnent, mais elles sont urbaines. Et là, c'est un crime qui se passe dans le milieu rural. Certes proche de Paris, mais c'est une affaire exceptionnelle. 5 enfants assassinés, c'est du jamais vu dans les annales judiciaires. Jamais, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a le mystère autour. Brière est-il coupable ou est-ce qu'il est innocent? Voilà, la France est divisée, on dit la presse, entre Briérard et anti-Briérard. Hein, il y a 2 camps qui s'opposent comme du temps presque de l'affaire Dreyfus. Et puis, ensuite, il y a comment dirais-je, il y a un engouement extraordinaire de la presse qui dépasse la France, puisque l'affaire, elle est chroniquée dans toute l'Europe, elle traverse même l'Atlantique pour être chroniquée dans les colonnes du New York Times. Oui, à l'époque, voilà, faut le dire, les affaires criminelles sont beaucoup plus couvertes par la presse encore qu'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une couverture, je dirais, pour moi, qui était à l'égal d'aujourd'hui, parce que l'affaire Brière, en l'espace de 10 mois, d'avril 1901, où elle commence, à février 1902, date où Brière va partir vers l'île de Ré, c'est 236 unes dans les 13 principaux journaux français. Hein. 236 unes, c'est vraiment considérable. Je ne compte pas les C'est plus que l'affaire Daval. Ah oui, honnêtement, je n'ai pas fait le... moi, je vous le dis, il n'y a pas 236 unes sur l'affaire Daval. Donc, ça colle à une époque où ça passionnait les foules, où c'était commercial aussi, c'est-à-dire que ça faisait vendre. Complètement, parce que si vous voulez, le début du XXe siècle, c'est l'apogée de la presse écrite, et le fait divers qui était cantonné jusqu'à la fin du XIXe dans
dans les journaux, on va dire populaires, sont également repris par la presse d'opinion, par le Figaro, par l'Aurore, par le Matin, etc. Donc c'est l'affaire criminelle la plus médiatisée de toute l'histoire de France, jusqu'à ce qu'il y ait l'affaire Landru et l'affaire Seznec. Très bien. J'ai un petit détail technique à vous poser. À un moment donné dans l'histoire, je dis qu'on trouve dans le fameux petit mur d'enceinte de la ferme, là, on trouve un morceau de papier avec une tache de sang et dedans il y a une empreinte digitale. Oui. Moi je me dis que c'est quand même une preuve, ou ça peut être une preuve absolue de la culpabilité d'Édouard Brière, et puis on n'en parle plus après de ça. Non, alors c'est extraordinaire parce qu'il y avait des empreintes digitales, je vais pas dire un peu partout, mais il y avait au moins trois pièces à conviction où il y avait des empreintes digitales, et le juge d'instruction a préféré miser sur l'analyse des taches de sang pour confondre Brière. Et le premier crime qui est élucidé grâce aux empreintes digitales, c'est l'affaire Scheffer en 1902, un an après l'affaire Brière. En 1908, un journaliste du Matin retrouve au tribunal de Chartres des vêtements ensanglantés avec le papier avec justement ces empreintes digitales. Il le présente à Bertillon, qui est le maître de la police scientifique, et celui-ci lui dit que non, on ne peut plus les utiliser. Merci beaucoup Alain Dénizet, c'était vraiment passionnant. Soyez bénis de faire ce travail qui nous permet à nous de raconter des histoires. Votre livre s'appelle L'affaire Brière, un crime insensé à la belle époque. Il est paru il y a 10 ans aux éditions La Bisquine. On doit pouvoir le trouver sur Internet. Merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.